Ok. Mais écoutez, voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite étude préliminaire que nous avons fait avec Marie-Jo depuis plus de 2 ans, en fait, et qui concerne l'étude du régime alimentaire de la grande noctule par approche de métabarcoding, donc des approches basées sur des techniques de séquençage à haut débit. Donc ça va, c'est bon, le signal est bon? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc je vais passer à la deuxième diapositive. Si ça le veut bien, voilà. Donc l'objectif de notre étude a été d'identifier avec précision le régime alimentaire de la grande noctule, donc à partir de fragments d'ADN appartenant à des proies qui sont contenus dans les fesses. Donc cette technique en fait permet d'étudier de manière beaucoup plus fine par rapport aux autres techniques qui sont basées sur l'identification voilà, de restes de chitine, ainsi de suite, qui sont situés dans les fesses, puisque là, on travaille directement à partir de fragments d'ADN qui sont situés dans les fesses. Donc, la technique, donc, c'est une technique de séquençage au débit. Donc, on travaille sur un petit fragment d'ADN mitochondrial, plus particulièrement le cytochrome oxydase 1, donc son petit nom, on l'appelle le CO1. Et donc, voilà, donc, on appelle ça, ces approches, comme des approches de métabarcoding. Donc, voilà, il s'agit d'une approche tout à fait nouvelle et qui fonctionne absolument parfaitement. Donc, dans un premier temps, dans le cadre de cette étude préliminaire, nous avons travaillé à partir de 33 fesses qui ont été collectées dans différentes régions de France par Marie-Jo et ses collaborateurs. Donc, il s'agit donc de fesses collectées dans l'Ariège, l'Aveyron, le Cantal et aussi en Corse pour avoir un autre type d'échantillonnage un peu un peu plus éloigné. Joël, je m'excuse, je vais devoir vous interrompre parce que je pense que les diapos ne défilent pas. Nous restons sur la même présentation, la même. Ok, donc la diapositive, donc j'expliquais qu'il s'agit d'une étude préliminaire, donc nous avons travaillé uniquement sur 33 fesses, ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui permet tout de même d'avoir certains résultats assez intéressants, assez prometteurs. Donc ces 33 fesses ont été collectées dans différentes régions de France, donc en Ariège, en Aveyron, dans le Cantal, et même une petite approche sur l'insularité, puisque nous avons travaillé également sur des échantillons de Corse, et donc ce sont les collaborateurs de Marie-Jo et Marie-Jo elle-même qui ont pu récupérer ce type de matériel. Donc voilà, donc Marie-Jo, vous pouvez passer à la diapositive suivante. D'accord. Merci. Voilà. Super. Ah, oui, voilà, parfait. Alors, comment ces techniques fonctionnent? Bon, ici, c'est très rapidement. Donc, vous avez une fessesse, un peu de guano que vous récupérez sur le terrain. Vous allez extraire l'ADN qui est présent à l'intérieur de cette fessesse à l'aide d'un kit d'extraction qu'on trouve au niveau de certaines sociétés qui vendent des produits chimiques. À partir de là, nous allons amplifier donc un petit fragment de ce gène cytochrome oxydase 1, donc qui est un petit morceau de gène de 120 paires de bases. Nous allons associer à ce fragment obtenu des petits tags, une sorte de petits drapeaux qui nous permettent d'identifier chaque espèce et chaque fessesse qui est donc analysée. Donc nous allons séquencer tous ces échantillons, tous ces morceaux d'ADN qui ont été obtenus. Et à partir de ce moment, nous allons obtenir des centaines de milliers de séquences, même quelquefois des millions de séquences pour chaque fessesse étudiée. Donc à partir de ce moment, nous aurons toutes ces fesses, tous ces fragments d'ADN qui ont été obtenus. Nous allons les comparer à des bases de données. Alors ça, il peut s'agir de bases de données publiques. Donc par exemple, les plus connues s'appellent GenBank, de Bold, donc c'est Barcoding of Life par exemple. Ce sont des bases de données qui sont disponibles pour tout le monde. Mais nous pouvons également comparer les séquences obtenues à partir de bases de données qui sont privées, donc qui sont spécifiques et qui ont été obtenues au sein de notre laboratoire. Et donc à partir de là, nous allons pouvoir non seulement identifier l'espèce qui a produit la crotte, donc savoir s'il s'agit bien de grande noctule ou s'il s'agit de grand murin ou de sérotine ou ainsi de suite, mais en même temps, toutes ces particules d'ADN qui sont donc présentes également à l'intérieur des fesses et qui correspondent donc aux proies qui ont été mangées, et bien tout ceci va nous permettre d'identifier de manière précise le régime alimentaire de l'espèce en question. Voilà, diapositive suivante.
Voilà, il faut le temps qu'elle arrive. Et donc voilà. Et donc les premiers résultats, donc encore une fois à partir d'un très faible nombre de C16, puisque nous n'avons que 33 crottes, donc c'est vraiment rien du tout par rapport à d'autres études où nous travaillons sur 400-500 C16. Et quoi qu'il en soit, nous avons pu mettre en évidence toute une série d'espèces intéressantes dans le régime alimentaire, notamment 3 espèces d'oiseaux, notamment donc le bouc-mouche noir, le Poiophytis et le rouge-gorge. Alors là, je montre cette diapositive parce que en fait, il y a une information très importante sur celle-ci, à savoir, vous voyez, ce que j'ai écrit, le nombre de reads. Alors le nombre de reads, c'est le nombre de séquences d'ADN qui sont obtenues pour chacune de ces espèces. Donc plus vous avez un grand nombre de séquences, plus ça veut dire que le résultat que nous avons est un résultat qui est extrêmement fiable. Par exemple, pour le bouc-mouche noir, nous avons obtenu 485 000 différentes séquences identifiant le bouc-mouche noir dans 2 fesses. Donc ceci tient à montrer que le bouc-mouche noir a bel et bien été mangé par la grande nocturne. Même résultat pour le Poiophytis, puisque nous avons presque 50 000 séquences de Poiophytis qui ont été donc récupérées dans les fesses de la grande nocturne. Par contre, pour le rouge-gorge, là, nous n'avons que 7 séquences. Donc ce nombre est extrêmement faible et il peut s'expliquer de 2 manières différentes. Donc soit par le fait que le rouge-gorge a été mangé, par exemple, 24 heures ou 48 heures plus tôt, et donc la majorité de l'ADN de rouge-gorge a déjà été éliminée par des fesses que nous n'avons pas pu collecter, et donc il ne reste plus que quelques traces d'ADN à l'intérieur de la fesses que nous avons étudiée. C'est notre hypothèse la plus probable. Mais il pourrait s'agir également de problèmes de contamination. Donc par exemple, le pochon qui a été utilisé pour maintenir la grande nocturne aurait pu par exemple avoir été utilisé pour capturer un rouge-gorge, et de l'ADN de rouge-gorge aurait pu se trouver dans le pochon et ainsi contaminer les fesses. Je ne pense pas que Marie-Jo et ses collègues ont travaillé sur des rouges-gorges auparavant, donc cette hypothèse est probablement la moins probable. Donc quoi qu'il en soit, d'après nos premiers résultats, les grandes noctules ont montré donc 3 espèces d'oiseaux qui étaient ingérées par la grande noctule, ce qui s'avère pas vraiment, qui s'avère pas vraiment surprenant, puisque certaines études en Italie et en Espagne ont prouvé que les grandes noctules pouvaient manger des oiseaux de ce type. Donc la diapositive suivante. Alors, ce qui est également assez surprenant, c'est que nous avons non seulement découvert des traces d'ADN donc de ces 3 espèces d'oiseaux, mais également des traces d'ADN de 5 espèces de chauves-souris, donc d'autres espèces de chauves-souris, à savoir le grand murin, la pipistrelle commune, la pipistrelle pygmée, la sérotine de Knudsen et la sérotine commune. Alors, si on tient le même raisonnement, vous pouvez voir que, par exemple, pour le grand murin, nous avons 1615 séquences, ce qui tend à dire que ce n'est pas un hasard, qu'il y a vraiment une très grande quantité d'ADN de grand murin qui était contenu dans les fesses de grande noctule. Pour la pipistrelle commune, le résultat est un peu moins net, mais nous avons quand même plus de 150 séquences de l'espèce. Mais par contre, tout comme le rouge-gorge, vous voyez que pour la pipistrelle pygmée, la sérotine de Knudsen et la sérotine commune, nous avons un nombre extrêmement réduit de séquences qui se situent entre 7 et 5 séquences. Donc là, la question de nouveau se pose, est-ce qu'il s'agit de réellement le régime alimentaire de la grande nocturne, ou bien nous trouvons face à un problème de contamination qui aurait pu se venir justement, par exemple, par l'utilisation des pochons de contention, des pinces qui ont permis de récupérer les fesses, ou même les gants qui ont servi à manipuler les grandes noctules, et qui auraient pu être contaminés par d'autres espèces de chauves-souris qui auraient été manipulées quelques jours ou quelques semaines auparavant. Donc, pour ce qui concerne donc la pipistrelle pygmée, la sérotine de Knudsen et la sérotine commune, nous devons garder une certaine précaution en ce qui concerne ces résultats. Par contre, pour le grand murin, la pipistrelle commune, on peut penser que ces espèces ont bel et bien été ingérées par la grande noctule, tout en maintenant tout de même une certaine quand même prudence par des risques de contamination lors des manipulations des animaux. Donc voilà, diapositive suivante. Voilà. Donc
donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous n'avons pas de temps, mais nous avons, outre les espèces de vertébrés, identifié aussi toute une série d'espèces d'invertébrés, donc principalement donc, des insectes et des arachnides, et qui appartiennent à un grand nombre de familles d'insectes, notamment des orthoptères, des trichoptères, des coléoptères, des hyménoptères, des névroptères, des diptères, des éphémères, et majoritairement de nombreuses espèces de papillons de nuit, ce qui n'est pas étonnant non plus, puisque les papillons de nuit constituent, chez beaucoup d'espèces de chauves-souris, une grande partie de leur régime alimentaire. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition pour la suite. Oui, la diapositive suivante. Elle est là. Ah, non, la diapositive avant. Donc voilà, donc je vais venir voilà, rapidement donc, au niveau de la discussion. Donc en fonction de ces premiers résultats, qui je le rappelle donc, sont vraiment préliminaires, hein, 33 FSS à peine analysés, néanmoins, sur base de ces résultats, nous pouvons confirmer que la grande noctule présente un régime alimentaire qui est extrêmement diversifié et plutôt de type opportuniste. Hein, donc elle mange probablement ce qu'elle trouve sur le terrain. Nous avons trouvé donc des proies d'espèces vertébrées, comme des oiseaux, des chauves-souris, également des proies invertébrées, donc nombreuses espèces d'insectes, particulièrement les papillons nocturnes. Donc voilà, je répète un peu ce que je viens de dire. Donc papillons nocturnes déjà identifiés comme majoritaires chez d'autres espèces. Hein. Nous avons notamment fortement identifié dans nos études sur les Plecotus, avec Tommy Andriolo et Emmanuel Ruetti. Les espèces d'oiseaux que nous avons trouvées sont assez inédites dans le régime alimentaire de la grande noctule, notamment le gobe-mouche noir. Je ne pense pas que le gobe-mouche noir avait déjà été identifié comme proie pour cette espèce. Nous avons mis également en évidence des espèces de chauves-souris proies inédites, comme par exemple le grand murin. Et là, c'est assez surprenant puisque le grand murin est quand même une espèce d'assez grande taille. Mais donc, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut cependant être très prudent puisque voilà, certaines proies sont caractérisées par peu de séquences d'ADN, donc comme le rouge-gorge, la sérotype commune, la sérotype de Nilsson. Donc voilà, il faudra voilà, être très prudent quant à l'interprétation de ces résultats. Et voilà, je pense que c'est une analyse encore plus poussée avec un plus grand nombre de FSS qui nous permettra de confirmer ou d'affirmer cette analyse. Attention, plus que 2 minutes. D'échantillonner, d'augmenter notre échantillonnage, permettra non seulement de confirmer ou d'affirmer ces nouveaux résultats, mais également nous pourrons analyser beaucoup plus précisément le régime alimentaire de la grande noctule en associant les résultats obtenus avec différents autres paramètres, comme par exemple la saison, la région d'étude ou encore les mouvements migratoires de la grande noctule. Donc voilà, il y a toute une série de perspectives qui s'ouvrent à nous et voilà, nous sommes déjà bien contents des résultats obtenus par cette première étude. Johan, il nous reste 2 minutes de présentation. Je viens. Voilà. C'est l'avant-dernière. Simplement en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ces méthodes de séquençage au débit, donc et de métabarcoding, elles s'avèrent extrêmement puissantes pour identifier le régime alimentaire des chauves-souris et des mammifères en général, puisque nous travaillons également sur toute une série d'autres espèces de mammifères. Et donc, ces informations sont extrêmement importantes pour mieux comprendre l'écologie de toutes ces espèces, voir un peu où elles vont capturer les proies. Nous avons travaillé notamment avec nos collègues suisses sur les espèces de Plecotus et nous avons pu voir qu'en fonction de l'espèce de Plecotus, eh bien, elles vont aller chasser dans différents types d'habitats et donc ce qui va donner différents types de proies. Donc, ça permet vraiment d'étudier précisément l'écologie et la biologie de ces espèces. Et donc, voilà, nous sommes à l'heure actuelle que je dirais à l'état d'enfance de ces nouvelles méthodes, mais voilà, elles sont de plus en plus développées et je suis à votre disposition si vous voulez développer ce genre d'études sur d'autres espèces, parce que je pense qu'il y a pas mal de résultats intéressants à prendre dans le futur. Donc, dernière diapositive. Bien, je me permets quand même. En guise de remerciement, nous remercions naturellement chaleureusement tous les naturalistes qui nous ont fourni ces fesses, notamment Alter Eco Environnement, l'Association des naturalistes ariégeois, le groupe Chiroptère Corse et naturellement Marie-Jo qui m'a contacté voilà, il y a quelques années pour débuter cette étude, puisque naturellement sans échantillon, il est absolument impossible de développer ce genre d'études. Donc le terrain est définitivement indispensable aussi, même si la génétique peut venir en allier voilà, ce genre d'approche.
Voilà, merci Joanne, impeccable. On va passer aux questions. On a 5 minutes de questions. À mon avis, on n'aura peut-être pas le temps de traiter toutes les questions. Je passe la parole à Michel Lemaire qui va donc gérer les questions. Donc là, il y a quand même beaucoup de questions. Donc, je vais essayer de regrouper. Donc, il y a beaucoup de questions sur la période de récolte des fesses. Alors, notamment par rapport à une idée qu'il y avait jusqu'à maintenant que la consommation des oiseaux était supposée uniquement en phase de transit au moment des migrations. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la période de récolte de ces fesses? Je laisse Marie-Jo répondre à cette question, comme c'est elle qui a collecté le matériel. Oui, la plupart des échantillons ont été récoltés en juin ou juillet. Vous attendez pas Elle répond. Je réponds. Oui. Donc, je dis en juin et juillet pour en 2017-2018. Et un peu en juillet également en 2019, mais presque pas d'échantillons à ce moment-là. Et en Ariège, je pense que ça a été surtout en 2018, et puis en Corse, si mes souvenirs sont exacts, c'est en 2019 ou 2018 également. Donc mais de toute façon, c'était en été. Et on n'a pas pu faire de prélèvement au printemps. Vous m'entendez là? Oui, allez-y. Et il y a eu, pour le Cantal, ça a été fait en automne lors d'une convention organisée par Altereco. Bon, je vais pas. Oui, attendez Marie-Jo, parce que c'est vrai que là, le temps nous presse un petit peu. Hein. Donc là, j'ai une autre question de Yann Gagé. Est-ce que vous avez, la question méthodologique, le nombre de rides est-il la somme des rides observées pour les 33 fesses? Ça, c'est à Johan de répondre. Non, ce n'est pas la somme des rides sur les 33 fesses, parce que nous avons obtenu des traces d'ADN, par exemple pour le groupe rouge noir au niveau de plusieurs fesses, et donc je n'ai pas additionné ces nombres de rides. En fait, le nombre de rides là correspond au nombre de rides maximal que nous avons obtenu pour certaines fesses. Donc si on additionne le nombre de rides pour toutes les fesses où il y a un signal, on a bien plus de rides que cela, oui. D'accord. Bon, écoutez, on va stopper là. De toute façon, vous recevrez les autres questions, on vous les adressera. Juste, je voudrais vraiment vous remercier pour cette communication qui a été faite avec sang-froid et dans la bonne humeur entre Liège, Saint-Antonin-Nobleval et Bourges. Merci. Merci à tous.